Yo! Tu sais, j'ai eu ça, une semaine intense en calice. Ben moi, je n'ai eu 2. C'est de même, hein, qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent. J'ai pas très bien géré mon temps la semaine passée, mais je me rattrape cette semaine. Ça fait que de quoi que je vais parler aujourd'hui dans mon petit vidéo. Pendant mes 2 semaines fucking intenses, j'avais beaucoup de nostalgie, puis j'essayais de me rappeler le temps où j'avais le temps de me poser des questions sur toutes les lectures que je lisais, les trucs intéressants que j'avais lus, puis les lectures que j'avais pas nécessairement compris, ou que j'avais toujours des questions qui me trottaient en tête après. Oh ouais, j'ai une vie, là. Ça a pas l'air de ça, là, parce que je me pose des questions, qui semblent pour la grande majorité des gens pas du tout intéressantes, mais attendez de voir, parce que j'ai une couple de lectures qui pourraient vous intéresser aujourd'hui. Pendant mon moment nostalgique, j'ai essayé de me rappeler de quelques livres, romans, essais, trucs que j'ai lus dans les derniers mois, qui m'ont vraiment beaucoup cherché, puis que je suis restée avec des questions, peut-être à la fin. Alors c'est ça que j'aimerais faire aujourd'hui. J'aimerais poser des questions à 5 auteurs québécois que j'ai lus dernièrement. Attachez bien votre tuque, les copinoses, c'est parti. J'ai l'air bien intense, mais en fait, c'est juste du lait. Du lait chaud qu'il y a dedans. Mais dans l'autre, il y a du café. Du décaf. La fatigue me rend déjà assez hype de même. Bon, on commence ça. Ma question pour D. Mathieu Cassendo. Il sort quand le 2e tome? Il sort quand? J'ai acheté La Petite Suceuse de D. Mathieu Cassendo à la librairie Racine de Montréal. Déjà, quand même, une couple de mois de ça. Publié chez les éditions Berbère en 2016, c'est une bande dessinée ultra intéressante. Ça nous raconte l'histoire de Magdalena, qui est une émagie qu'on pourrait comparer dans leur univers à des vampires, qui sont engagés par l'humanité pour les sauver, pour les protéger, pour prendre soin d'eux, alors que eux sont plus ou moins bien traités, un peu pognés à boire du sang fret dans des sacs BS, alors que le sang des humains pourrait tellement être chaud, mais non, ils sont pognés pour les sauver, puis prendre soin d'eux, puis les dorloter, alors qu'ils sont traités comme si c'était les pires monstres du monde. C'est une bande dessinée dans une espèce de monde futuriste, fantastique, surnaturel, que si tu le ramènes à une espèce de contexte historique similaire à aujourd'hui, c'est quand même une belle critique sociale qui pourrait être utilisée dans d'autres contextes. Les graphiques sont vraiment super beaux et j'ai vu en regardant dans la première page de description avec tout ce qu'il y a. Voyons, ça c'est blanc. Au début de chaque livre, il y a toujours une petite page où, bon, les trucs de base avec le distributeur, le nom de qui a fait la couverture, etc. pour quand c'est différent, puis quand c'est toutes sortes de... Bref, c'est des affaires que personne ne lit. Mais j'ai lu et j'ai remarqué que c'est une première édition qui a été tirée à seulement 1000 exemplaires. Seulement 1000 exemplaires pour une première édition. Je suis tombée dessus! Non, c'était pas tant un hasard que je suis tombée dessus, j'en avais quand même entendu parler dans un prochain livre que j'ai sur ma liste d'aujourd'hui, je vous en parle tantôt. Mais bref, ça a vraiment été une belle découverte. Alors je me demande, Cassendo, il est pour quand le prochain? J'aimerais vraiment ça, mais vraiment ça, mais vraiment ça, mais vraiment ça, vraiment ça, le savoir. Merci. Pour rester relativement dans le thème de la BD, j'aimerais poursuivre avec Alice de Patrick Sénécal. Comme vous pouvez voir, c'est l'édition du roman et non pas l'édition de la bande dessinée. Et là m'amène à la question que j'aimerais poser à Patrick Sénécal et à son partenaire avec qui il a adapté le scénario pour en faire une bande dessinée. Est-ce que vous trouvez que de mettre des images sur un roman qui est quand même, tu sais, on va se dire, là, il est pas petit, là, de donner des images à un public en créant une bande dessinée va pas un peu dénaturer l'idée du roman? Parce qu'en fait, l'horreur, c'est quelque chose qui est propre à chacun. On va s'imaginer nous-mêmes une version de ce qui nous horrifie et des descriptions comme celle de Patrick Sénécal, oui, elles sont très graphiques. Dans nos têtes, on est tous capables de s'imaginer quelqu'un qui se fait arracher un bras, mais les détails qui viennent nous horrifier personnellement, c'est pas quelque chose qui est nécessairement la même chose que le voisin à côté. Alors, je me suis vraiment demandé si la bande dessinée, l'adaptation de la bande dessinée de Alice venait un peu modifier l'essence de ce roman-là. Je n'ai pas acheté la bande dessinée. Exactement pour cette raison-là. Est-ce que je vais l'acheter un jour peut-être? Je sais pas. Est-ce que je vais la lire? Je sais pas. Parce que justement, je l'ai lu ce roman-là, puis sérieux, je suis pas sûre que j'ai le goût de voir ce que je me suis imaginé. En tout cas, c'est gore, puis moi le gore, je tripe pas tant. Ce serait un peu me torturer, genre. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Alice de Patrick Sénécal est une réécriture du conte d'Alice au Pays des Merveilles, et on parle d'une réécriture trash. Tu lis pas ça à ton kid avant qu'elle se couche, mettons. Du conseil d'amis. En même temps, Patrick Sénécal est reconnu, on sait qu'est-ce qu'il écrit, on sait dans quoi on s'embarque quand on arrive dans une lecture de Patrick Sénécal. Je sais pas pour vous, moi je suis pas tant intéressée à aller chercher des images
d'horreur. En tout cas, visuellement parlant, ça m'intéresse pas. Mais dans un esprit de curiosité, je me demande ce que ça va apporter de différent au regard du lecteur. Est-ce que ça va vouloir l'inciter à aller lire le roman? Est-ce que ça va être des exercices? Est-ce que les gens qui vont lire le roman vont avoir plus le goût d'aller lire la BD? En tout cas, moi, ça m'a pas donné le goût d'aller lire la BD, justement parce que c'est intense, pis c'est pas trop mon genre d'être trop intense dans la vie, là. J'aime ça prendre sa petite dose. Je suis vraiment curieuse sur le processus que ça a pu prendre d'adapter un roman épais comme ça. C'est quand même un roman de 520 pages que tu condenses. Oui, la BD est quand même très épaisse, mais que tu dois condenser dans des cases, dans des bulles, dans les phylactères. Là, je suis en train de réaliser que je peux pas vraiment en parler tant que j'aurais pas lu la BD. Fuck. Il va falloir que je me sacrifie puis que j'aille l'acheter. Oh, dommage, une raison d'aller en librairie. Mais dites-moi, est-ce que vous avez lu les deux? Avez-vous lu le roman? Avez-vous lu la BD? Qu'est-ce que vous connaissez de l'univers de Patrick Sénécal? Qu'est-ce que vous connaissez d'Alice, de cette réinvention complète, disons, de Alice au Pays des Merveilles? J'ai vraiment beaucoup aimé le roman, même si je suis pas tant fan de l'horreur, je suis très fan de l'écriture de Patrick Sénécal. Je trouve que c'est un auteur très pertinent. Mais je sais pas si je suis psychologiquement prête, j'ai eu de la misère sur le mot, à me confronter à des images que je me suis imaginées. Puis j'ai aussi peur d'être déçue. Tu sais, imagine, finalement, les images sont vraiment pas aussi trash que ceux-là que je m'étais imaginé dans ma tête. C'est dommage, tu sais. Ce serait dommage. Va vraiment falloir que j'aille l'acheter pour le savoir, par exemple, n'est-ce pas? Bref, messieurs, dites-moi, comment a été le processus d'adaptation? Comment ça s'est passé? Quels ont été les points focus pour la réécriture, la réadaptation? C'est pas quelque chose qu'on fait souvent, d'adapter des romans en BD, ou même vice-versa, des BD qui s'adaptent en roman, ça existe pas beaucoup. Du moins, je n'en connais pas. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un sait, dites-moi, je suis intéressée. Poursuivons. On va laisser faire un peu le fantastique, puis on va aller dans quelque chose de très réel. On est au mois de novembre, la journée de souvenir approche et je suis retombée dans des lectures que j'ai faites récemment qui sont un petit peu plus historiques et j'aimerais vous parler de 5 balles dans la tête, récit de guerre de Roxane Bouchard. À l'intérieur de ce livre-là, Roxane Bouchard, elle nous partage des récits de militaires qui ont fait plus spécifiquement la guerre en Afghanistan. Mais en gros, ces gens-là sont interviewés et leur expliquent leur corps de métier, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi la procédure, comment ils se sont embarqués là-dedans, des épisodes de quand ils étaient outre-mer, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont vu, comment ils ont réagi quand ils sont revenus aussi. Roxane Bouchard est une autrice qui était antimilitariste avant sa correspondance avec Patrick Eigle, qui est d'ailleurs publiée, qui s'appelle Entéréminé, une excellente correspondance, je vous conseille vraiment d'aller la lire. Suite à cette correspondance-là, Bouchard s'est vraiment mis à se poser des questions par rapport au corps de métier militaire, à l'évolution des militaires, comment ils s'enrôlent là-dedans, c'est quoi l'évolution de tout ça, comment on en vient à se retrouver sur le terrain, à être confronté à des trucs comme la guerre de si près. Comme il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ont fait la milice, qui ont fait la réserve ou qui sont même allés dans l'armée régulière, je me suis intéressée beaucoup au sujet. Et je trouve que 5 balles dans la tête de Roxane Bouchard vient vraiment apaiser un peu de... Comment je pourrais dire ça? De recherche de compréhension. Parce que globalement parlant, tu regardes le concept de la guerre, tout le monde trouve ça absurde. C'est cave de se tirer dessus. Right? Mais en plus, c'est cave parce qu'il y a des gens qui sont payés pour se tirer dessus. C'est important de se questionner sur l'institution, sur la formation qui vient avec le métier, sur l'évolution de la chose. Et j'ai remarqué à l'intérieur de Récit de guerre de Roxane Bouchard qu'il y a beaucoup de préjugés qu'on a par rapport aux militaires, au monde militaire, puis faut se défaire de tout ça si on veut se permettre d'avoir une opinion critique. Ou tout simplement si on veut dire qu'on est contre la milice, qu'on est contre, qu'on est anti-militariste, qu'on est whatever, faut s'informer. Et tout ça remet énormément les choses en perspective. Ça veut pas dire que t'es pour la guerre si t'es pas anti-militariste, mais faut que tu saches tout ce qui englobe tout ça. Comme beaucoup de choses, il n'y a pas que du mauvais, il y a des choses qui, à un certain niveau, ont peut-être de la pertinence, I guess. Alors ce livre-là de Roxane Bouchard m'a vraiment remis les choses en perspective. La correspondance entéréminée avec Patrick Eigle a été publiée en 2013. Ça fait quand même déjà un petit bout. 5 balles en tête a été bien évidemment publié après, en 2017 me semble. Mais comme ces recherches sont beaucoup concentrées autour de la guerre en Afghanistan, de la présence du Canada en Afghanistan pendant les 2 fois ou les 2 rounds où ils sont allés, et avec les derniers événements qu'il y a eu récemment en 2021 avec le retrait des troupes américaines de la région, la victoire des talibans, est-ce que ça mériterait un 3e volet peut-être à cette quête de questionnement au monde militaire? Écoute, moi je serais la première à aller l'acheter. Mais comme beaucoup de choses qui sont des questions plus existentielles, on n'a jamais vraiment de fin à se poser des questions, surtout quand c'est des choses qui viennent toucher nos valeurs, comme peut l'être la guerre, la violence.
mais à un certain niveau aussi la protection de la sécurité. Je serais vraiment curieuse d'avoir l'opinion autant de Roxane Bouchard que de ses acolytes à l'intérieur de ce livre-là, des gens qui ont témoigné, qui ont partagé leur récit à eux. Comment voient-ils cette espèce de révolution du monde, de ce changement du monde-là, de la réaction des gens, de la réaction des gouvernements, de la réaction des soldats qui ont été retirés? C'est des affaires qui sont quand même dures à comprendre dans la vie de tous les jours, puis on n'y porte pas assez attention, je trouve. J'aime que Roxane Bouchard soit allée se poser des questions, qu'elle ait été chercher des réponses dans la mesure de son possible, puis qu'elle ait voulu le partager aux gens. Ça en prend du monde de même. Prochain livre que j'aimerais aborder avec vous, Les Constellés de Daniel Grenier. Et non, nous ne parlons pas ici du Chicken's Well. À chaque fois que je parle de Daniel Grenier aux gens autour de moi, ils me demandent si c'est d'un Chicken's Well. Je suis comme... non. Ça me donne une petite idée de quel genre de personne m'entoure, mais bon. Dans cet essai, Les Constellés, Daniel Grenier a lu que des autrices féminines pendant 1 an. Puis si tu vois l'épaisseur de son essai, tu vois qu'il n'en a pas lu juste 3-4. Son livre est séparé et documenté par mois, donc à chaque mois, il se donnait une catégorie avec une liste d'autrices qui allait lire. Certains qui l'avaient déjà lu, d'autres qui connaissaient pas. Des femmes de partout dans le monde, des personnalités féminines qui sont d'actualité, qui sont perdues, qui sont datées, qui sont différentes. Vraiment de tous les genres de littérature. Il est allé vraiment plusieurs bouts de l'extrême pour trouver vraiment beaucoup de diversité à l'intérieur de cet essai-là. Ce qui est vraiment cool parce que ça en fait quelque chose de très pertinent. Ça s'appelle un double latte. Cet essai-là est sorti en 2020. Je l'ai acheté quand je l'ai vu passer parce que ça avait l'air juste trop nice comme étude. Pas vraiment une étude, mais plus comme genre recherche, comme analyse, comme point de vue. Tout simplement. J'ai découvert beaucoup d'autrices et de livres intéressants. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai découvert La Petite Suceuse. C'est grâce à Les Constellés. J'en ai appris beaucoup sur les mouvements féministes, sur les courants littéraires, l'implication de la femme dans ces courants littéraires-là à travers plusieurs époques. Et je trouvais intéressant que ce soit amené dans ce format-là. Une espèce de journal de bord, de questionnement, de recherche, de tentative de compréhension qui n'est pas nécessairement d'un point de vue entre guillemets spécifique. Et là, je dis entre guillemets parce que oui, c'est un point de vue spécifique parce que Daniel Grenier affirme dans son livre que c'est un essai du point de vue d'un homme hétérosexuel cisgenré. Ça, c'est pas un point de vue spécifique. Mais outre que se poser des questions seulement par rapport à son point de vue à lui, c'est des questions globales qui se posent aussi par rapport à la connexion avec l'autre, par rapport à la connexion avec le genre féminin, par rapport à la connexion avec la littérature féminine, comment tout ça vient nous englober, nous, tout le monde, pas juste lui en tant que lecteur, en tant qu'auteur. J'ai beaucoup aimé certaines de ses prises de position, ces pistes de questionnement, c'est des trucs auxquels je pouvais me rattacher, même si on n'a pas le même background, la même histoire, le même parcours, la même vision du peuple, la même vision que les gens ont de nous. Alors je me demande, et j'aimerais poser la question à Daniel Grenier, maintenant que cette expérience est terminée, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans les courants littéraires modernes, disons, contemporains? Qu'est-ce qui a changé dans les autrices, dans les auteurs qui ont paru récemment? Qu'est-ce qui a changé dans la vision de Daniel Grenier par rapport à la littérature féminine? Parce que quand tu as passé 1 an à lire juste des autrices, juste des auteurs, je veux dire, ça doit changer quelque chose dans tes habitudes. Si tu as réalisé à un moment donné que tu lisais pas assez de ce type de littérature-là, comme par exemple la littérature féminine, une fois que tu l'as fait aussi intensément pendant 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu deviens écœuré? Est-ce que tu arrêtes d'en lire après parce que ça fait comme trop longtemps que tu as ajouté des titres à ta TBR pile puis qu'en fait c'est juste des gars que tu as ajouté dans ta liste, fait que là tu consacres ton temps sur cette liste-là pour essayer d'égaliser la chose, je sais pas. Est-ce qu'au contraire, c'est un changement radical? Est-ce que maintenant, c'est beaucoup plus de littérature féminine qui est lue, qui est achetée puis ajoutée dans les bibliothèques? Est-ce que c'est le regard posé sur la littérature féminine a stagné ou il a continué d'évoluer? J'espère qu'il a continué d'évoluer et je ne douterai pas que si Daniel Grenier voit cette question, il va pas répondre que oui, non, en fait, après mon année, ben, j'étais écœurée, fait que fuck les femmes. Ça aurait pas de sens, n'est-ce pas? Mais je suis quand même curieuse sur les petites choses de la vie qui font qu'on change nos habitudes. Posez donc la question. J'ai l'impression que ce que je fais n'a pas vraiment beaucoup de sens. Mais en gros, je vous fais découvrir des trucs, fait que c'est ça l'important. Hey hey! 5e et dernier pour cette vidéo, j'ai des questions à poser à Jeanne Delille.
Pour ceux d'entre vous qui ont vu ma vidéo sur le 12 août, j'achète un livre québécois. J'ai eu de la misère à l'articuler, celle-là. Beaucoup d'autres choses dans cette vidéo parce que je suis vraiment fatiguée, mais je vais réussir à passer au travers. Alors, j'ai eu la chance d'assister à une période d'observation dans un stage sur le spectacle Le Cœur sacré de Jeanne Mance qui se faisait au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, à Rouyn-Noranda. Dans cette pièce, on a remis en question les textes de Jeanne Mance Delisle qui ont longtemps été très lus, joués, montés, racontés, découverts à travers tout le Québec. Alors que l'autrice touche à des thèmes qui sont vraiment très poignants et ses opinions par rapport aux thèmes qu'elle décide d'aborder sont parfois, on pourrait dire, controversées. C'est la poète Sonia Cotton qui a demandé à Erika Soucy, une comédienne et scénariste autrice, de collaborer avec elle sur un hommage à Jeanne Mance Delisle qui est devenue l'espèce d'analyse même théâtre documentaire. Leur texte vient vraiment questionner la position de l'autrice par rapport à son texte. Et ces textes touchent beaucoup à des thèmes comme par exemple, globalement, l'inceste, qui n'est pas un thème nécessairement léger. Mais les propos que partageait l'autrice à la fin de sa pièce Un rire ben beau ben triste ont vraiment mis Erika Soucy mal à l'aise. Et elle s'est mise à questionner la vision de l'autrice et comment on peut continuer de jouer une pièce aussi crue sur l'inceste quand les propos de l'autrice sont relativement, justement, controversés. C'est vraiment une pièce intéressante. C'est legit ce que j'aime faire de la vie, c'est de l'analyse littéraire mais sur une scène. Oh, c'est genre mon rêve. J'ai tellement aimé regarder ça. J'étais flabbergastée. Puis malheureusement, j'ai dû partir avant la première du spectacle qui était comme la semaine d'après. Fait que je l'ai manqué. J'étais vraiment déçue. Mais une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que pendant les dernières journées de mon stage, il y a eu une grosse discussion avec les comédiens et la production. Jeanne Mance Delisle est toujours parmi nous. Elle habite encore en Abitibi-Témiscamingue et elle était invitée à la première du Cœur sacré de Jeanne Mance. Et là, la question était là. Qu'est-ce qu'on fait si elle nous confronte? Parce qu'elle est dans la salle, quand même. Que peut-il se passer? N'importe quoi. Et en plus, pour la première, ils avaient invité plusieurs autres grands auteurs de la région, plusieurs gens avec des opinions littéraires, définitivement. Et le fondement de ce texte du Cœur sacré de Jeanne Mance, c'est de questionner, c'est de reformuler, c'est de poser des questions, c'est essayer de comprendre. Est-ce que c'est encore... Est-ce qu'on peut se permettre encore de jouer des pièces comme Un rire ben beau ben triste sans se poser de questions plus loin que le bras? Et c'est la beauté de la scène, c'est la beauté de la pièce de pouvoir se poser ces questions-là. Ce que j'aimerais définitivement demander aux autrices de cette pièce, ce que j'aimerais demander à Jeanne Mance Delisle plus précisément, comment ça s'est passé, cette rencontre-là? I wanna know. Give me the tea. Pendant mon stage d'observation, moi, j'ai lu La Bête rouge, qui est un de ses romans à Jeanne Mance Delisle. Et j'ai compris essentiellement l'espèce de questionnement que ce malaise qu'avait Erika Soucy. Je le comprends, je le reconnais et je le questionne moi aussi. Et j'ai aimé que ce soit posé sur une scène à la vue de tous et prêt à l'ouverture de la discussion. Pas à canceller Jeanne Mance Delisle, pas à se refuser de lire ses romans. Au contraire, ils lisent des extraits, ils la mettent en scène, ils jouent des extraits de la pièce, ils lisent des extraits de romans, ce qu'on appelle vraiment le contraire de la censure, n'est-ce pas? C'est vraiment de coucher les textes sur papier puis de creuser. Creuser, puis voir où ça nous amène. Puis ça se peut que ça nous amène nulle part. Ça se peut que ça nous amène à des places où il faudrait se dire, ben, est-ce qu'il faudrait peut-être pas jouer d'autres choses? Ça se peut, mais il faut qu'on le creuse. Il faut que tout le monde amène son point de vue, tout le monde en parle, tout le monde se pose des questions. Spécifiquement les artistes qui vont avoir à jouer des textes comme ça sur scène ou qui pourraient tomber sur un des romans sur une étagère, le lire pour faire comme genre « Oh shit ». Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Je suis brûlée tête, je me peux plus, j'ai trop travaillé dans les 2 dernières semaines, j'ai pas pris de temps pour faire... Pas pris de temps pour vivre, je pense. Ou j'ai trop vécu certains soirs, là. Ça c'est un autre débat. Là. Mais si vous avez des réponses à mes questions, que vous soyez les auteurs que j'ai questionnés ou pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de suggestions littéraires si ça peut vous intéresser. Et je vous reviens la semaine prochaine avec une nouvelle capsule d'analyse. À bientôt!